À l'occasion de l'opération de Tzedaka, nous allons donner ici quelques données sur la pauvreté, les raisons économiques et également vous donner l'envie, surtout pour les entrepreneurs, d'y participer. Cette semaine, nous avons démarré la grande campagne de solidarité menée par Kalita, comme chaque année. Israël Tzedaka by Kalita, pour aider les familles en difficulté à se nourrir, à se vêtir et à survivre, on va dire, à leurs difficultés dans la dignité. Alors, on s'est dit que pour cette chronique économique, comme chaque semaine, avec docteur Daniel Guggenheim, eh bien, nous allons parler Tzedaka, solidarité, pauvreté, pour faire un petit peu le point sur eh bien ces chiffres, en tout cas pour commencer, dans la société israélienne. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, les chiffres de la pauvreté en Israël, évidemment, on n'a pas les chiffres de 2023, encore moins de 2024, mais on est sur 2022. Est-ce qu'on peut faire un petit point pour savoir, par exemple, pour le Bitoach Leumi, qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre ? Oui, vous avez raison d'aider pour le Bitoach Leumi, d'abord parce que c'est l'organisme officiel, mais c'est parce qu'on va voir tout de suite que ces chiffres sont contestés. Lui, il dit, moi, je fais le même calcul qu'on fait dans l'OCDE pour voir ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, et j'arrive à un calcul en Israël que celui qui a moins pour vivre de 3190 shekels par personne, c'est quelqu'un qui est en dessous du seuil de la pauvreté. Comme je viens de le dire, ces chiffres sont contestés, par exemple, par l'organisation La Tête, qui regroupe beaucoup d'organisations caritatives et qui voit, en tout cas, la situation en Israël, comment les gens vivent. Et eux, ils ont un autre chiffre. Ils disent, d'abord même, je parlais pour 2022, ils parlaient d'un chiffre bien supérieur, ils parlaient autour de 4000 shekels. Et même d'après, ils disent, si on regarde l'augmentation des prix de la consommation, et si on, comme vous dites, si on se rapproche de fin 2023-2024, ils vont même jusqu'à parler de 5000 shekels, que celui qui a moins que ça aurait des difficultés à vivre en Israël. Ok, donc ça c'était important de faire le point. Est-ce qu'on peut savoir comment, on va dire, les populations les plus démunies se subdivisent ? Oui, tout à fait. Le Bitoach Leumi donc donne dans son rapport une classification de la population. Alors ils disent comme ça, parmi dans la population, 35% à peu près de ces gens qui sont sous le prix de la pauvreté sont des orthodoxes. C'est-à-dire 35% des orthodoxes vivent sont pauvres, on va dire. Pauvres, voilà. Ok. Et il y a les Arabes, c'est un peu plus. La population arabe, c'est autour de 40%. Et ils disent dans l'ensemble de la population 14%. Ok, pour ceux qui ne sont ni arabes ni orthodoxes, les enfants sont compris dans ces chiffres? Alors, pour les enfants, j'ai vu des chiffres au-delà de 20%. Ils disent qu'ils sont en dessous de seuil de pauvreté. Et ils disent que ça augmente. J'ai même vu des chiffres jusqu'à peut-être même un peu plus, vers 30%. Encore une fois, ça dépend comment on compte ce seuil de la pauvreté. Et également, le problème, ils disent, très important, de gens que, d'après eux, ont du mal à se nourrir. Parce qu'il faut se nourrir ou bien se soigner. Et ils parlent même jusqu'à 30% de gens dans la population. Donc, c'est des chiffres assez importants. Ouais, assez importants. Bon, évidemment, on ne parle pas, on ne parle que des sommes déclarées. On sait très bien que dans ces milieux-là, parfois, il y a de l'argent qui circule non déclaré. Donc ça ne rentre pas en ligne de compte. Oui, parce que il y a une réalité statistique, mais il y a une réalité comment on voit que les gens vivent. C'est-à-dire que effectivement, il y a, c'est évident que d'ailleurs on voit dans le Bitoach Leumi pour les orthodoxes, par exemple, ils disent la ville la plus pauvre qu'on a trouvée, c'est Modi'in-Illit, donc c'est un endroit orthodoxe. Après Jérusalem, Beth Shemesh et Bnei Brak, donc c'est un endroit où il y a beaucoup. Donc ils voient une certaine réalité par rapport à ce que les gens vivent. Alors il y a plein d'autres sujets évidemment. Il y a quand même, on va dire, une diminution de la pauvreté, Daniel, même si ces chiffres sont un peu préoccupants. Il y a quand même des choses qui ont bougé. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Effectivement, si on regarde les chiffres par rapport à 2000, au début des années 2000, le rapport de la pauvreté en Israël par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, alors on remarque qu'il y a une augmentation de bien de 20%. C'est-à-dire, on voyait que les plus pauvres en Israël il y en avait 20% en plus par rapport à la moyenne qu'il y avait en OCDE. Tandis que maintenant, on est à peu près la partie la plus pauvre de la population, c'est dans la moyenne de l'OCDE, point de vue en dollars. Donc on a rattrapé, on va dire, les chiffres de l'OCDE. Alors comment ça peut s'expliquer? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par l'État notamment? Justement, une des choses qu'on dit, c'est le fait d'avoir obligé les salariés
et les indépendants, après, à cotiser pour leur retraite. Donc ça, c'est une obligation et c'est un délit. Si voilà, si vous ne le savez pas, sachez que si vous ne cotisez pas, vous êtes hors la loi. Il faut cotiser pour sa retraite. C'est ça qui a évité des catastrophes. On a vu des entrepreneurs qui ont travaillé toute leur vie, qui n'avaient pas cotisé pour leur retraite, qui se retrouvaient avec une retraite de 2000 shekels ou même pas, et c'était la catastrophe pour eux. Donc là, c'est plus le cas. Je crois qu'il y a une mesure qui a été prise aussi pour les orthodoxes concernant l'assurance vie. J'encourage souvent, s'il y a des jeunes couples, que par exemple que l'un des deux travaille seulement, que toute la famille, tout le foyer dessus repose sur cette personne et qui a déjà une famille, des enfants, etc. Et malheureusement là, on voit que, et encore plus pendant la guerre, peut tout d'un coup, et un des deux peut mourir. Et donc, de toute façon, il y a des avantages fiscaux très importants pour le Beit Chaim. Maintenant, puisqu'on avait parlé de du public orthodoxe, il y a eu quelques années, il y a eu quelque chose qui a été fait de très intéressant, qui est de dire que une partie de l'argent que normalement devait venir pour les yeshivot va venir pour justement cette assurance vie. Donc l'État, au lieu de donner de l'argent aux yeshivot, va donner de l'argent à ceux qui étudient dans ces yeshivot, donc de l'argent versé personnellement sur des comptes personnels. Tout à fait, d'assurance vie, qui sera leur nom. Et lui-même, la personne va cotiser une partie, la yeshiva aussi cotisera, et donc ça lui permettra après, si jamais, pour la famille, si jamais le mari tout d'un coup meurt, alors pendant beaucoup d'années, je crois même jusqu'à 30 ans, la famille aura la même, ce qu'il aurait gagné en étant en kollel. Bon, alors on sait qu'au niveau des banques, ça n'a pas suivi, malheureusement. Ça reste encore un problème. Je dirais que c'est le grand problème, parce que on en parle souvent ici, mais vraiment, je vois des cas ces derniers temps par les Olim qui viennent me montrer encore plus énervant. Je dirais, nous les dépôts, on les a maximum 4%, quelque chose comme ça, et l'argent souvent maintenant donné par les banques est vers les 20%. C'est énorme comme différence. Quand on dépose l'argent, on gagne 4%, et quand on s'en fait prêter, on paye 20%. Donc c'est très compliqué. Donc évidemment, ça n'arrange pas le système, ça c'est sûr. On va continuer avec une autre question très importante, parce qu'on essaie de réfléchir à ce qui pourrait améliorer notre société et venir en aide aux plus pauvres, aux plus démunis. C'est le mécénat d'entreprise en Israël. Alors, ça existe dans tous les pays et ça existe, bien sûr, chez nous. Je voudrais dire comme introduction que il y a quelques mois de cela, la direction de Kalita m'avait demandé de faire une étude économique à ce sujet pour savoir qu'est-ce qu'il en est du mécénat en Israël. Et j'ai été assez surpris de voir les bons chiffres à ce sujet. Et puisqu'on est dans la semaine de Tzedaka, de toute façon, et je voudrais aussi un appel, je parle aux indépendants et aux entreprises, que ça peut être pour des projets, comme on le verra, ça peut être une participation financière, mais je veux dire qu'ils puissent, qu'ils participent à cette action de Kalita et avec leur entreprise, en donnant soit de l'argent, soit en permettant à leurs employés de travailler. Il y a beaucoup de façons de procéder. Alors, c'est très intéressant parce que je crois que toutes les entreprises qui font du mécénat, eh bien, ça a une répercussion positive sur leur activité. Tout à fait. Ils ont remarqué d'abord que les gens qui travaillent là-bas, on dit, quand il y a du mécénat, il y a 7%, une augmentation de 7% de satisfaction des employés dans les entreprises qui le font. Ils disent aussi une augmentation de 11% de la productivité. Donc, pour l'entreprise, c'est formidable. C'est plutôt sympa, Et diminution de 40% des départs. Ça veut dire que les gens se sentent mieux intégrés dans l'entreprise à partir du moment où il y a un projet de mécénat qui est fait. Voilà. Donc, si vous cherchez un projet de mécénat, il y a la campagne. Vous pouvez y participer. Vous tapez sur Google Israël Tzedaka by Kalita ou simplement Tzedaka Kalita. Vous allez tomber sur nous et vous pourrez, c'est très facile, faire un don sur le site pour soutenir les plus démunis, notamment les populations du Sud et du Nord. Moi aussi, j'en profite pour faire parler de ce projet absolument magnifique qui sauve des vies. Je le sais puisque je vais à la rencontre de ces gens. Voilà, je les rencontre vraiment chez eux, dans leur domicile, et ils expliquent. Ce que je voudrais dire aux autres, point de vue, j'aime beaucoup les chiffres et de montrer l'importance, comme j'ai dit, puisque j'ai dit en introduction, l'importance du mécénat en Israël. Il y a une organisation qui s'appelle Ma'ala, qui d'ailleurs a un indice boursier de ça, puisque c'est souvent aux grandes entreprises qu'elle s'adresse. Elle fait un questionnaire chaque année pour savoir
comment tu fais pour aider la société, ils appellent ça ESG, mais ça veut dire le mécénat, en fait. Comment tu fais pour aider la société israélienne en tant que chef d'entreprise. Et donc, elle envoie ça à 150 sociétés qui représentent, ils disent, 500 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent en Israël, tous les secteurs, et 300 000 employés. Et alors, qu'est-ce qui m'a beaucoup étonné, c'est encore des chiffres je dis bien, de 2022, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2023. 80% des sociétés à qui il y a eu ces gestionnaires font du mécénat, donc c'est important. Et parmi eux, ils disent 25% de leurs employés sont engagés dans des trucs de mécénat, donc c'est dans aussi des projets. Tout à fait. Ça peut être projet de emballage, distribution, tout ce qu'on peut imaginer pour les bonnes causes. Et il y a même 11% des employés qui le font de façon permanente et 30% qui disent qu'on le fait une fois. Donc c'est des chiffres très importants. Très importants. Et si on regarde les chiffres de la guerre, parce qu'évidemment pendant la guerre ça a été démultiplié, on est scotché. Oui, alors ça justement, il faut dire qu'il y a deux sociétés qui s'appellent une qui s'appelle LP et l'autre qui s'appelle Wartova, qui fait souvent courtier entre l'organisation caritative, qui serait Kalita ou autre, et les entreprises. Qui ont envie d'investir et qui ne savent pas où. Donc ils font du matching. Ils font du matching, tout à fait. Et alors, LP, qui je crois est dirigée par Madame Harrison, qui donc fait beaucoup de mécénat. Elle a fait des projets très importants pendant la guerre qui étaient pour l'agriculture, etc. C'était un grand manque à l'époque. Et les chiffres que j'ai vus à l'époque, on me parlait d'une augmentation de 70% par rapport aux chiffres déjà qu'on avait. Déjà impressionnant. Et déjà, je sais qu'ils étaient en augmentation très forte 2022 par rapport à 2021. C'était 200-300% de plus que ce qu'ils avaient fait avant. Donc, pour vous dire vraiment, on est très, très mécène en Israël. Ouais, très mécène. On fait beaucoup de bénévolat. C'est vraiment dans l'ADN israélienne. Ça, c'est clair. Alors, on va finir avec une belle histoire. Donc, vous avez toujours le secret, Daniel. C'est on va dire, un chef d'entreprise qui est israélien, bien sûr, et qui s'est trouvé en Israël, qui ne vivait plus en Israël et qui s'est trouvé en Israël pendant les fêtes de Simchat Torah et qui s'est trouvé engagé à l'armée. Que lui est-il arrivé, Daniel? Oui. Tout à fait. Je pense qu'on vous dit que c'est important de montrer le micro, c'est-à-dire, on a parlé pour la discussion générale, et de voir quelque chose de ce qui s'est passé. Il y a aussi un petit peu un côté comme ça, et qui est très très beau, qui représente beaucoup de ce qui se passe en Israël. Donc, ce monsieur Hamid Kadosh avait une entreprise qui s'appelle Encore, qu'il avait fait en 2021. Il avait commencé cette start-up aux États-Unis et qu'est-ce qu'elle disait? Elle permettait aux gens de savoir où ils étaient, dans l'endroit où ils étaient en voyage ou peu importe, dans les 40 kilomètres. Est-ce qu'il y a un restaurant qui correspond à vos besoins? Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas manger de gluten, il y a des gens qui sont allergiques à ça, il y a des gens qui aiment ce gâteau. Qui veulent manger cachère. N'importe quoi. Ouais. Et c'était une plateforme qui donnait cette possibilité. Les restaurants étaient intéressés à ça et donc c'était ça son business plan et les gens, etc. Il était au début. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est venu, exactement comme vous dites un peu avant les fêtes, en Israël, il devait repartir le 10 octobre. Et il reçoit ce qu'on appelle Tzav Shmoné, ça veut dire tu dois venir t'engager. Et donc il est sur le nord. Et qu'est-ce qui se passe? Il est même pendant la guerre, je crois que c'est au mois de février, il se fait blesser au Hermon. Malheureusement, là-bas, on ne le sait pas, mais on l'entend, mais il y a des roquettes et des choses comme ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit quoi? J'ai des employés, d'ailleurs, une grande partie de ces employés étaient engagés d'ailleurs dans la guerre, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis blessé, qu'est-ce qui va se passer dans ma société? Et tout d'un coup, il reçoit un téléphone des États-Unis, d'une des personnes avec qui il travaille en face d'eux, en disant, ton projet m'intéresse, mais je te donne un ultimatum. Tu as jusqu'à 24 heures, 48 heures, pour me dire si tu es d'accord de faire ce qu'on appelle un exit, ça veut dire de vendre ta société pour tel prix. Alors compliqué. Il s'est dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est que mes salariés aient quelque chose à vivre pendant plusieurs mois, quoi qu'il m'arrive. Et donc, il a accepté leur proposition pour cette raison-là. Voilà, donc il a vendu. On imagine qu'avec l'argent, il remontera une start-up, cette fois-ci peut-être en Israël. En tout cas, merci, merci Daniel. Voilà, pour toutes ces nouvelles. C'est important de parler, de ceux qu'on ne voit pas toujours dans notre société, qui n'ont pas toujours de voix. On essaie ici, chez Kalita, de leur prêter la nôtre. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Merci. Et à bientôt. Au revoir.